Le monde de la mode, c'est bien sûr les paillettes, le luxe et le glam, et les professions qui y sont liées font rêver beaucoup de monde. Pourtant, la plupart du temps, ces professionnels de la mode sont souvent loin de vivre dans les mêmes conditions que les clients très riches des grandes marques et sont bien précaires. Pour en rendre compte, Giulia Mancitieri, docteur en anthropologie sociale et en ethnologie à l'EHESS de Paris, a mené une enquête en suivant de près le quotidien de certains de ces travailleurs. Je vous propose de découvrir son article publié dans la revue Terrain Théorie et intitulé « Une précarité glamour, le travail créatif dans la mode ». Bienvenue dans Avis de recherche. L'enquête de la chercheuse a duré 2 ans entre Paris et Bruxelles. Pour entrer dans le milieu hermétique de la mode, elle a suivi Mia, une styliste photo italienne, et nous décrit en détail les journées qu'elle a pu observer, analyse ses discours et positionnements, et souligne la vie paradoxale qu'elle mène. La haute couture est un monde de raffinement qui entretient un rêve fabuleux et inaccessible pour beaucoup. Les vêtements de luxe nécessitent des centaines ou des milliers d'heures de travail artisanal et sont présentés en janvier à Paris lors des défilés. Ils sont vendus entre des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'euros et ne sont achetés que par une poignée de milliardaires et de célébrités. Le marché est en vérité à perte, mais l'objectif est autre. Fabriquer du rêve et susciter le désir de la consommatrice lambda qui achètera des produits à sa portée, comme les cosmétiques, les parfums et la maroquinerie. Derrière cette immense campagne publicitaire et les paillettes se cache un ensemble de métiers difficiles et souvent ingrats. Pour permettre de comprendre la situation, Giulia Mancitieri nous raconte un des shootings photos auxquels elle a pu accompagner Mia au printemps 2012. Il s'agit d'un studio photo à Paris où des robes de couture sont prises en photo pour un magazine féminin de Dubaï. La chercheuse décrit le décor. Des gâteaux et pâtisseries à profusion que personne ne touche, du Coca Light et des salades non assaisonnées, mais aussi du paracétamol et de l'ibuprofène en libre-service. La chercheuse souligne la symbolique de ce décor. Les pâtisseries incarnent un statut et semblent montrer aux travailleurs qu'ils évoluent dans un milieu du luxe. Mais elles ne sont pas consommées à cause des normes corporelles imposées. Les médicaments et le coca évoquent le travail intense, la fatigue et le décalage horaire. Car en effet, tous les travailleurs présents, que liste Giulia Mancitieri, viennent des 4 coins du monde. La modèle est en train d'essayer la prochaine robe qui pèse visiblement 25 kg alors que l'assistante de Mia lui roule une cigarette. Les robes présentes ici ont défilé la semaine précédente à la semaine de la haute couture et l'on peut trouver du Dior, Valentino, Armani Privé, du Chanel, etc. Après de multiples retouches, maquillage et coiffure, la modèle prend les poses sous les conseils de Mia. De type arrogant, sexy, sophisticated, I love it, j'adore, etc. Je le fais bien. À l'écart se tient la rédactrice du magazine. La chercheuse la décrit comme vêtue de fourrure et arborant des marques et un luxe tape à l'œil, tel un gros logo Gucci doré. Cette tenue, affichant un énorme capital financier, est en dissonance avec les codes esthétiques des travailleurs créatifs présents ici. Ces derniers n'affichent que très rarement des objets de luxe avec des logos, car ils sont considérés comme commerciaux et ne sont pas valorisés par le milieu. Lorsque Giulia Mancitieri retrouve Mia le lendemain dans un bar, cette dernière est en train d'avoir une conversation animée au téléphone avec le photographe de la veille et s'énerve à propos de la rémunération de son travail. Elle explique ensuite à la chercheuse que la rédactrice du magazine ne veut la rémunérer que 50 € par page, alors qu'elle-même affiche un luxe de vie indécent qui plus est vulgaire aux yeux de Mia. Lorsque l'anthropologue lui demande combien les gens ont été rémunérés pour ce shooting, Mia lui répond que son assistante a eu une rémunération symbolique de sa part et est venue de Londres par ses propres moyens, que le photographe était bien payé, les assistants défrayés, les maquilleurs et les coiffeurs payés, mais pas la mannequin. Mia se dit dégoûtée car elle a dû beaucoup travailler pour préparer le shooting, faire une très grosse journée ensuite de 8h à 22h et ne sera payée que 250 €. Ce sont des ouvrières qualifiées qui fabriquent les robes de haute couture et la plupart sont en intérim ou au SMIC. Ensuite, ces robes sont portées par des mannequins très peu payés, alors que cette prestation est valorisée dans le travail de la mode. La chercheuse explique, je cite, « Le travail créatif dans la mode est régi par une règle que l'on peut schématiser ainsi. Plus un travail est considéré comme prestigieux et valorisant pour la carrière, moins il sera payé. Ou pour le dire autrement, il sera payé en prestige. Les travailleurs n'ont pas tous le même statut social et symbolique. Les ouvrières, malgré leur travail, gardent un statut social d'ouvrière, alors que les travailleurs créatifs sur les shootings ont un statut social valorisé. Leurs professions sont entourées d'un fantasme et sont enviées. Ceci s'explique par l'importance de la mode dans l'imaginaire et les désirs du capitalisme actuel. Ceci découle de la désindustrialisation des économies capitalistes et la valorisation par les pouvoirs publics des industries culturelles et créatives. Depuis les années 90, les écoles de mode ont proliféré et les travailleurs créatifs sont de plus en plus présents dans les mises en scène médiatiques du milieu, aussi bien dans les magazines que dans les documentaires photos et vidéos des coulisses de la mode,
mettant en scène uniquement le côté glamour de ces professions. Les travailleurs participent donc à la fabrique de ce rêve, tout autant qu'ils incarnent ce glamour. Pourtant, ils ne vivent pas dans le luxe qu'ils ne côtoient que dans leur travail. Mia affiche par exemple un look recherché avec des objets précieux qui constituent régulièrement sa paye, mais elle vit en colocation dans un 2 pièces où elle dort dans le salon-cuisine, isolée par un paravent. Ses revenus sont irréguliers, elle paye parfois à payer son loyer, elle n'a pas de sécurité sociale et mange régulièrement au McDonald's. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Pourtant, elle et ses collègues mettent en œuvre leur capital symbolique et travaillent leur apparence qui permet de les identifier au milieu dès le premier regard. Alors que la rédactrice du magazine, avec sa tenue jugée trop commerciale, ne rentre pas, elle, dans ses codes. Les contrastes et les paradoxes de vie des travailleurs créatifs s'expriment aussi dans la circulation globale de ces derniers, qui composent avec une double géographie sociale. Alors qu'ils voyagent à travers le monde pour travailler et sont parfois logés dans des 5 étoiles, ils vivent dans des chambres de bonne et font leurs courses au supermarché low cost. La chercheuse souligne combien cette situation peut aussi être source de mal-être et d'angoisse. Elle relate une deuxième expérience de Mia, employée par une marque italienne de luxe pour être la responsable d'une série de défilés privés en Asie. Mia raconte avoir adoré Singapour, trouvé les gens géniaux et travaillé dans des suites d'hôtels incroyablement luxueux, avec vue sur toute la skyline de la ville, où tout le décorum du faste était déployé pour les riches clientes. En revanche, Mia a trouvé ses clientes horribles, toutes femmes de riches PDG et dépensant au moins 100 000 € chacune dans le shopping du jour. L'étape suivante à Hong Kong s'est en revanche mal passée pour Mia. Elle dit s'être sentie très seule dans l'avion et avoir commencé à être prise d'angoisse. Le lendemain, elle a son unique day off du planning, mais doit travailler pour un autre projet. Elle est alors prise d'une crise d'angoisse en sortant et retourne à l'hôtel, en panique et terrassée. Elle a l'impression qu'elle va mourir et doit appeler ses amis par Skype pour qu'ils l'apaisent. Le shooting ne lui a pas tellement plu non plus. Ensuite, lorsque la chercheuse lui demande sa rémunération pour ce contrat, Mia semble à nouveau habiter son rôle. Elle répond qu'elle a été assez bien payée car elle ne foutait rien, elle faisait la star comme dans un film, et que tout le monde l'avait adorée. Lorsque le serveur arrive pour apporter la commande et voit le magnétophone de l'anthropologue sur la table, Mia lui explique qu'elle fait une interview avec une chercheuse parce qu'elle est super célèbre, qu'elle la suit partout dans ses shootings et ses boulots, et qu'elle va écrire un livre sur elle. Comme le souligne Giulia Mancitieri, le rôle de Mia dans cette opération commerciale en Asie est aussi de reproduire l'imaginaire que la marque vend dans ses défilés. Ce dispositif de vente est pour Mia le moyen d'accéder au rêve, mais momentanément. Dans son discours, elle se met pourtant en scène comme si elle était un membre de l'élite symbolique, tout comme ses clientes. Son discours reste double toutefois, puisqu'elle rappelle aussi les éléments qui la sortent du rêve, comme les crises d'angoisse générées par excès de travail, la solitude, l'isolement, la désorientation et l'incertitude de sa condition. La chercheuse conclut donc en rappelant que les travailleurs créatifs de la mode incarnent l'idée d'une élite porteuse de modernité et de goût et ont des professions très enviées, mais que leur situation est extrêmement précaire. Cette vie paradoxale est le produit de l'industrie de la mode, si inégalitaire dans la distribution des richesses et de la valeur, puisque dans les faits, seulement très peu de créatifs s'en sortent vraiment. Leur vie est un entre-deux. Bref, c'est la conclusion de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'article qui se trouve en description. Il est bien sûr bien plus détaillé que ce que je viens de vous exposer. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, vous pouvez nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à nous rejoindre sur les comptes Twitter et Facebook de Avide de Recherche. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avide de Recherche.